Donc Claude Jonquière ou le déni. Le déni. Destin de femme que celui de ma grand-mère maternelle, la seule que je connus d'ailleurs, ballottée entre de multiples identités ou de masques, dont celui évidemment de son nom de plume, Claude Jonquière, emprunté à une bourgade proche d'Orange, dans le comtat vénessin, qui en fera une poétesse provençale. Mariage, attesté par l'état civil de Marseille, avec deux hommes aux profils et aux origines fort différents. Poétesse, mais aussi institutrice, comme elle le rappellera en tête de son dernier manuscrit, non publié, une méthode d'orthographe, et pourtant terminée au moment d'une mort inopinée, à la suite d'une opération de l'appendice, à 72 ans. Poétesse bien oubliée, même si sa femme dans la Pampa est recensée sur un site américain de façon assez enthousiaste. Une femme qui connut assurément plusieurs vies. L'épouse de l'écrivain Ernest Florian Parmentier, puisque finalement quelque part c'est son nom, c'est son titre le plus glorieux, si on peut dire, comme le rappellent ceux qui s'intéressent à cet auteur, Florian Parmentier, qui se voulut chef d'école de l'impulsionnisme, s'opposant quelque part à Bergson, était d'origine juive. Et cela n'avait pas échappé à l'occupant allemand, elle qui se disait si profondément chrétienne. On pense à une Simone Veil. Quand en 1910, Sarah Moïse, puisque c'est son nom, épouse à 25 ans Edmond Carcassonne, elle est à 100 lieues du christianisme. Elle épouse en effet un descendant de ces juifs du pape, ancrés depuis le Moyen-Âge en Provence. Elle n'est pas, de par sa famille, de longue date en Provence. Ses parents sont ashkénazes. Son père Gilbert est né à Clermont-Ferrand, limonadier de son état, selon l'état civil, probablement un colporteur à la criée. Sa mère Zélie Olmer est la fille de David Olmer, né à Saragosse, en Espagne, et d'une Sarah Mayer, dont elle portera le prénom. Sarah sera provençale, certes par sa naissance à Marseille, mais aussi par son mariage. C'est un enfant né sur le tard, puisque ses deux parents approchent de la quarantaine quand elle naît 9 mois après leur mariage. Mais le mariage avec Edmond Carcassonne lui ouvre en fait un destin bien loin de la France. Car celui-ci, quelques années plus tôt, a choisi de vivre en Argentine. Et c'est à l'occasion d'un retour qu'il épouse en 1910 Sarah pour l'emmener aussitôt au-delà des océans. L'Argentine est d'ailleurs, depuis une trentaine d'années, une destination pour les Juifs, notamment ceux de Russie, persécutés. Une structure a été créée par le baron de Hirsch pour encourager leur installation en Argentine. Alternative avec les projets d'installation en Palestine qui ne déboucheront qu'en 1917 avec le démembrement de l'Empire ottoman. Est-ce que Edmond Carcassonne, ce premier mari, s'inscrivit dans cette entreprise de colonisation juive en Argentine? Nous n'en avons pas l'assurance, mais c'est assez vraisemblable. Même si, a priori, il devait y avoir fort peu de juifs français là-bas. On ignore d'ailleurs d'Edmond et sa date de naissance et celle de son décès. Il n'est même pas relié à l'arbre généalogique de ses parents, qui ne mentionne que sa sœur Berthe, née en 1866, et que ma mère appelait Tante Berthe, alors que ses cousins désignaient son père, Edmond, sous le nom d'oncle Tchad, vu qu'il était entré dans l'armée coloniale à son retour d'Argentine. Il a d'ailleurs laissé le manuscrit d'un lexique des dialectes du Tchad. Puis encore, il est désigné, cet Edmond, sous le nom d'Édouard, et non d'Edmond, dans l'état civil, comme mari de Sarah Moïse, probablement par confusion avec son père Édouard. D'ailleurs, dans la famille, Carcassonne, tous les hommes doivent porter un nom en E. Et d'ailleurs, moi-même, qui suis donc le petit-fils de ce Edmond Carcassonne, mon deuxième prénom, c'est Émile. On peut supposer qu'Edmond avait une quarantaine d'années quand il épouse Sarah, puisque sa sœur naquit en 1866. On peut le faire naître autour de 1870. En 1914, il sera mobilisé et fera ensuite carrière dans la coloniale. Celle qui n'est pas encore Claude Jonquière est au cœur du roman Une femme dans la Pampa, écrit dans les années 20, sous le nom de Claude Jonquière, évidemment. Elle annonce d'entrée de jeu que ce n'est pas une autobiographie, mais un roman.
fondée toutefois sur un vécu. Il peut être amusant de faire la part dans ce livre de fiction et de lacunes probablement pas tout à fait innocentes. Ainsi, elle serait partie en Argentine pour rejoindre une personne de sa famille, mais elle s'y marie sur place. Alors qu'en réalité, elle s'est mariée en France et elle a suivi son mari là-bas. On y parle d'un fils qu'elle perd, qui effectivement elle le perd, mais pas d'une fille qu'elle ramènera en 1914 en France, qui est ma mère. Car l'expérience argentine s'interrompt brusquement du fait de la guerre. Et on verra que cette Claude Jonquière, sa vie va être complètement marquée par les deux grandes guerres mondiales. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc en 1914, alors qu'elle n'est en Argentine que depuis 4 ans, elle rentre en France. L'expérience, alors on ne sait pas très bien d'ailleurs, elle conclut d'ailleurs son roman en l'évoquant, en disant voilà, je dois rentrer en France, c'est la guerre. On ne comprend pas très bien pourquoi la guerre en France oblige ces Français d'Argentine à revenir. Bon, c'est pas d'une clarté absolue. On a cependant quelques mal à imaginer, en effet, en quoi le couple fut contraint par la guerre européenne à quitter ce qu'ils avaient construit. La petite fille, Marie-Rose, ma mère, âgée d'1 an, sera confiée en arrivant à sa grand-mère paternelle à l'Île-sur-Sorgue. Il semble d'ailleurs que ma mère ait été affectée d'un pied-bot au départ. Le couple va se défaire et il y aura divorce. À quel moment Sarah a-t-elle commencé à écrire ses poèmes, ses contes, ses récits? Nous l'ignorons. Il semble qu'elle soit devenue institutrice, assez rapidement, probablement aussi à son retour d'Argentine. La Provence, en tout cas, est un thème qui la fera connaître, comme il ressort de la préface que lui accorde son futur mari, Florian Parmentier, né à Valenciennes, dont le nom d'origine pourrait avoir été Serge Gastin, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas non plus très bien comment il s'appelait à l'origine, ce Florian Parmentier. Nom de la maison d'édition qu'il a fondée avant celle des éditions du Fauconnier, qui publieront les divers ouvrages de Claude Jonquière. Donc Claude Jonquière épouse son éditeur. Femme du Sud et homme du Nord, elle se marie donc avec lui en 1924, mais a déjà publié dès 1923 Les Prés des Oliviers, dont nous allons donner pas mal d'extraits. Ma mère, au moment de leur mariage, est âgée de 11 ans. Elle partage la vie de ce beau-père qui semble avoir été parfois un peu trop entreprenant, ce qui l'a conduit à quitter à 18 ans la maison après le bac. Livrée à elle-même, Marie-Rose s'amourachera d'un homme marié qui lui fera en 1935 un enfant et donnera à Sarah, Moïse, donc Claude Jonquière, une petite fille. Celle-ci, probablement à l'arrivée des Allemands, sera baptisée, ce qu'il ne fera probablement pas pour déplaire à sa grand-mère convertie. Mais on l'a dit, l'occupation allemande fut pour Claude Jonquière une source de tourments, de terribles privations pendant 4 ans. Donc, en 1914, elle quitte l'Argentine, et 1940, sa judéité revient à la surface. Vous savez très bien que les Allemands ne tenaient pas compte des conversions, et donc par conséquent, pendant 4 ans, avec son mari, ils vont être pourchassés. Enfin, c'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans son livre Le règne de la bête, qui paraît en 1947. Et donc, c'est très épique. Elle parcourt 450 km pour le rejoindre, pour retrouver le petit village de Marigny-sur-Yonne, dans la Nièvre, où ils sont installés. Ils ont une petite maison. Et effectivement, donc, à partir de 1940, le masque chrétien tombe quelque part, de cette manière. Alors vous verrez, quand on va écouter tout à l'heure les textes qui vont être lus, qu'on pourrait à aucun moment imaginer qu'elle est d'origine juive. Elle est une chrétienne, en tout cas totalement convaincue. Elle espère même que ses petits-enfants vont lire le Paternoster. Elle invoque dans des tas de textes le Christ, la Vierge, etc. Malheureusement, en 1951, Florian Parmentier décède à 72 ans, probablement d'une coqueluche due à la petite fille, ma sœur, née du mariage de Marie-Rose, sa belle-fille, après la guerre. Donc, Florian Parmentier est victime de la maladie de sa petite fille. Enfin, de sa petite fille par alliance, parce que finalement, c'est la petite fille de sa femme. Sarah demeure alors à Montmartre, au 8 rue Orchamps, lieu de la Maison du Fauconnier, siège de l'association des professionnels de lettres, qui est une association comme ça, qui rassemble pas mal de noms assez intéressants de la littérature de l'époque, et il publie d'ailleurs le Courrier de France. Mais
effectivement, après la mort de son mari, apparemment, elle va avoir une vie un peu errante, elle va venir un petit peu habiter chez sa fille, et puis après, on va voir tout à l'heure qu'elle va terminer sa vie dans une maison de retraite. Marie-Rose, sa fille, assume pleinement quant à elle sa judéité. Elle commence dès 1944 à épouser un avocat juif, David Lambert, qui meurt peu après. Puis en 1946, on lui présente un haut fonctionnaire, célibataire d'une quarantaine d'années, Pierre Albronn, rejeton d'une famille juive alsacienne, dont le père graveur était venu s'installer à Paris. Ce qui exigea qu'il se fît naturaliser du fait de l'occupation allemande de la province en 1970. Elle en aura 2 enfants, moi et ma sœur, déjà signalés, qui cohabiteront avec la demi-sœur catholique, laquelle épousera à 22 ans un ingénieur tout à fait catholique. Claude Jonquière y gagnera un nouveau nom, Gros Mamie, qu'il semble que je lui ai donné. Donc effectivement, elle va devenir maintenant, elle va avoir un nouveau rôle qui est celui de la grand-mère, Gros Mamie. Elle, après s'être appelée Sarah Moïse, puis Sarah Carcassonne, puis Sarah Parmentier, puis Claude Jonquière, elle est Gros Mamie. Claude Jonquière, après avoir vécu quelque temps chez sa fille, Marie-Rose, va finir ses jours dans une maison de retraite à Saint-Aignan dans l'Yonne, donc pas très loin de la propriété qu'ils avaient dans la Nièvre, où la famille lui rendra quelques visites. Mais elle n'a pas renoncé à écrire. Elle porte en elle un ambitieux projet qui tient à son expérience de pédagogue, c'est-à-dire l'orthographe d'usage rendu facile. Donc, le manuscrit. Claude Jonquière, institutrice honoraire de la Seine, lauréate de l'Académie française, l'orthographe d'usage rendu facile, chez l'auteur, Madame Claude Jonquière. Donc elle garde ce nom de Claude Jonquière pour signer cet ouvrage qui n'a rien à voir avec la poésie. Saint-Aignan par Villeneuve-la-Guyard, Yonne. Et c'est un manuscrit qui était en fait prêt à être publié, qui ne l'a pas été d'ailleurs. Alors, passons donc effectivement, c'est un projet de pédagogie dont on va voir d'ailleurs qu'il n'est pas dénué d'un certain sens poétique. Pour elle, désormais, les rimes ont surtout valeur mnémotechnique. Je me souviens d'ailleurs d'un texte qui me fut transmis oralement, tradition familiale. La circonférence est fière d'être égale à 2 pierres, et le cercle est tout heureux d'être égal à pierre 2. Alors, en ce qui concerne l'œuvre de ma grand-mère, donc Claude Jonquière obtient quand même, elle a obtenu 2 prix, le prix pour tous ses ouvrages, elle a obtenu 2 prix. Elle obtient, avec Près des Oliviers, poème de Provence, un grand prix de poésie de l'Académie Pro Artis, qui la consacre comme poète provençal. C'est d'ailleurs à ce recueil que la majorité des textes qui seront lus tout à l'heure appartiennent. Il est particulièrement prometteur, sa dimension chrétienne est flagrante, comme pour cette hymne à Notre-Dame de la Garde. Nul ne se douterait que cette femme est née dans le judaïsme. Pourtant, les Juifs, dont on l'a dit, une longue relation avec cette terre de Provence. Les Carcassonnes, d'ailleurs, sont liés à la famille du célèbre mage Nostradamus, auquel furent attribués nombre de quatrains, dont certains traitent précisément de la Provence. Quant à l'écharpe d'Iris, autre recueil qui est prévu ensuite, n'est-ce pas, qu'on va étudier, c'est avec ce recueil que Claude Jonquière obtient le prix Heredia de l'Académie française. Ensemble au vrai assez hétérogène, qui comporte notamment des sonnets espagnols, dont on lira quelques-uns. L'Espagne semble avoir été également un point d'ancrage. Elle se dut à son grand-père David Olmer, né à Saragosse. Étrangement, sur Google, on nous dit que le prix Heredia n'a été créé qu'en 1994. Donc apparemment, il y aurait des recherches à faire au niveau de l'histoire des prix littéraires, puisque en 1930, elle a dû obtenir ce prix Heredia. Donc c'est un prix qui a dû disparaître puis réapparaître. Et puis alors, il y a les contes qui sont probablement ce dont je me souviens le plus anciennement, au sein d'un recueil intitulé Le printemps de la vie, et notamment un texte que j'ai lu, Lilette, bonne Lilette, pleurait souvent les soirs d'hiver. Enfin, c'est quelque chose que j'ai un petit peu dans ma mémoire. Et nous avons évidemment aussi donc ce recueil L'Argentine n'est pas oubliée, ce qui perpétue l'expérience de son premier couple avec Edmond Carcassonne, parce qu'effectivement, et c'est quand même ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, Florian Parmentier, son deuxième mari, va publier des textes qui font référence à son premier mariage, d'une certaine manière, puisque donc il va publier, Parmentier va publier Au souffle du Pampero, et il va publier Une femme dans la Pampa, aux éditions du Fauconnier.
Donc, d'une part, Au souffle du Pampero, ou La vie en Argentine, marquée par un penchant certain pour l'exotisme. Nous avons quelques passages de ce recueil qui sont prévus tout à l'heure. Et puis, bien sûr, Une femme dans la Pampa, dont certaines descriptions que nous avons lues à la cave à poèmes sont assez saisissantes, notamment en ce qui concerne la faune, les bêtes grouillantes, etc. Et puis, il y a les contes, qui sont propres. Donc, finalement, on va en lire un. Jean-François Blavin va lire les deux bossus pour terminer cette soirée. Ce n'est pas indiqué sur le programme, mais c'est comme ça que ça termine. Alors, la bibliothèque du couple Parmentier s'était retrouvée dans l'appartement familial, c'est-à-dire dans mon appartement familial. Elle occupait tout un couloir. Donc, adolescent, j'aimais à compulser ces ouvrages. Et un jour, je tombais sur un traité d'astrologie de Maurice Privat, daté de 1935, dans cette énorme bibliothèque qui était comme ça dans une sorte de grand couloir assez sombre, et qui probablement a été acheté par le beau-père, donc par Florian Parmentier. Ce fut un élément déterminant pour ma carrière dans ce domaine. Parmi les livres de cette bibliothèque, il y avait un assez gros volume relié en rouge, le voilà, et rassemblant les divers livres de ma grand-mère. C'est ainsi que je pris conscience de la dimension littéraire de ma grand-mère, alors que moi-même je m'étais engagé assez précocement dans les publications d'un autre style. À dire vrai, ce n'est que depuis que je fréquentais la cave à poèmes que je pris conscience de leur intérêt. Nous pensons avoir relié deux personnages totalement séparés sur Google, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses. Ce qui est intéressant quand on fait une étude sur Google de Claude Jonquière et de Sarah Moïse, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Il y a de la Sarah Moïse, il y a du Claude Jonquière, mais on ne dit pas Sarah Moïse égale Claude Jonquière. Donc effectivement, il y a des espèces de distorsions, il y a des trous. Et alors, effectivement, on voit cette Sarah Moïse, mais on ne dit pas du tout qu'elle est Claude Jonquière, dans un certain nombre de dépouillements. Il y a beaucoup de familles juives qui tressent leur arbre généalogique, donc on trouve cette Sarah Moïse, on trouve son pédigré, on trouve pas mal de choses. D'ailleurs, je disais que son mari, malheureusement, Edmond Carcassonne, lui, il n'a pas été gâté par la nature, puisqu'il n'est même pas sur l'arbre généalogique de ses parents. Je sais pas pourquoi. Et donc Claude Jonquière, compagne de Florian Parmentier, et formant avec lui, dans les années 30, un assez joli couple littéraire, comme certains ici en sont. Sur sa carte d'identité, le nom de Claude Jonquière ne figure pas. Elle est Sarah Caroline Parmentier, née Moïse, et elle signe C. Parmentier. Donc, voyez-vous, je vais m'arrêter là. Je vais lire quelques passages de son orthographe d'usage rendu facile, parce que ça va beaucoup vous amuser, parce qu'en fin de compte, c'est un poète écrivant sur la grammaire française. Alors, c'est évidemment un manuscrit complètement inédit, il n'a pas été publié. Alors, voilà, donc ça va faire penser d'ailleurs, ça va faire penser peut-être à certains textes qu'on lit ici, sans ironie. Alors, parce qu'en fin de compte, elle essaye de regrouper dans une seule phrase toutes les exceptions ou toutes les catégories. Voilà. Alors, on a une papillote sort de la capote en forme de pelote. Dans cette gargote, on mange sans redingote. Une matelote à la ravigote avec des échalotes. Et une compote à la bergamote, qui ne sent pas la créosote. Ce n'est pas de la gnognotte, ni de la camelote qu'elle ribote. Nous dirons des anecdotes, mais après la note, la popote n'aura plus la cote. Alors, je continue comme ça. Bon, ça vaut certains textes qu'on nous lit ici, d'ailleurs. Et alors, il y en a d'autres comme ça. La chatte gratte avec sa patte la natte ou la latte pour trouver des blattes. On la flatte, on ne lui donne pas de date, mais une jatte de la crème de la baratte. C'est pour retenir certaines règles. Voilà, donc effectivement, elle fait des poèmes à partir de mots qui sont déjà censés rimer. Qu'est-ce que je vais encore vous dire, parce que je ne vais pas abuser de votre patience. Le champion visite le fjord comme un lord, mais il a du remords car il ne tente pas un record. La poêle à frire a l'air de rire, écoutez-la bruire. D'ailleurs, elle est citée dans une revue surréaliste, d'ailleurs. À un moment donné, son nom est mentionné. Oui, parce que ça a été écrit dans les années 30, ça.
Non, enfin, je ne sais pas, parce que finalement, c'est un... Non, à mon avis, elle l'a écrit dans les années 50. Les années 50. Ben oui, parce que c'est sa méthode d'orthographe. Donc, elle utilise ses compétences de poésie, elle les recycle dans le domaine au service de l'orthographe. Et d'ailleurs, j'ai retenu beaucoup... Alors, par exemple, voilà encore quelques cas comme ça. Il ne faut pas être peureux, mais valeureux et chaleureux pour se sentir heureux. Bon. Voilà. Malheur, ma sœur a bon cœur, elle chante dans les chœurs pour les œuvres de charité. Elle a je crois, d'un vieux. Alors, donc, ce que je retiens, c'est elle cite un jeu pour apprendre l'orthographe. Ça s'appelle la corbeille de mots. Alors, c'est un jeu pédagogique. C'est l'ancien corbillon. Dans mon corbillon, qui met-on? Alors moi, je crois que j'ai pas mal joué à ce jeu. Donc, c'est un jeu qui est très formateur pour les gens qui cherchent des rimes. Chacun a son tour. Par exemple, je dis, voilà, dans mon corbillon, que met-on? Je choisis donc un mot, par exemple, qui se termine en O, au T, et puis tous les participants doivent dire un mot en OT. Alors, nos élèves le nomment corbeille. Dans une corbeille, que de mots on peut mettre? La corbeille est en OT, par exemple. Les réponses fusent, abricot, berlingot, îlot, pot, etc. Si on étourdi-écrit vélo ou rouleau, des huées et des rires. Parce que ça ne s'écrit pas OT. Et les corbeilles, des centres d'intérêt, etc. Donc voilà, donc effectivement, c'est intéressant cette façon d'utiliser comme cela la poésie pour... puisque par définition, effectivement, beaucoup de règles de grammaire recoupent des problèmes de rimes, de mots qui se terminent de la même manière. Voilà. Donc, pour conclure cette brève présentation, assez dense néanmoins, je retiens cette personne qui, finalement, a, au cours de sa vie, assumé différents masques, différentes expériences qui lui sont arrachées par la réalité, n'est-ce pas? La Première Guerre mondiale lui arrache son identité argentine, la Deuxième Guerre mondiale lui arrache son image un peu angélique de bonne chrétienne dont nous qu'elle n'a jamais fait que ça. La Provence aussi est quelque part quelque chose qu'elle va adopter, mais elle n'est pas fondamentalement provençale dans ses racines. Enfin, ses parents ne sont pas nés en Provence, etc. Donc son mari, lui, alors justement, c'est aussi la même chose. Par des intermédiaires, bon, elle est institutrice, mais aussi poète. Enfin, bon, je veux dire que c'est pour ça que j'ai commencé mon exposé en disant Claude Jonquière ou le déni, parce qu'effectivement, quelque part, il y a une sorte de plaisir à se caméléonesque, à assumer une identité qui n'est pas celle qu'on a à l'origine. Moi, j'ai appelé ça un destin de femme. Je ne sais pas, c'est peut-être pas très, très gentil de dire ça. Mais enfin, en tout cas, elle est marquée par toute une série de postures qui se succèdent depuis la femme qui part à l'aventure. Donc, par exemple, elle lit quand elle commence son femme dans la Pampa, Moi, Jacques n'est conclu parce que voilà. on passe. Ah ben d'accord, donc ça, c'est comme ça. Oui. Je dis simplement, je vais donner simplement un peu, je vais lire les premiers paragraphes de « C'est décidé, je m'embarquerai sur le paquebot La Provence, les transports modernes à Marseille. » Voilà, c'est comme ça qu'elle commence son... Donc elle squeeze complètement tout ce qui s'est passé, pourquoi on est venu la chercher. Ce bateau doit faire escale. Et puis un mien cousin, voilà. Donc effectivement, elle laisse entendre qu'elle part d'elle-même, en quelque sorte, de même que quand elle termine, elle dit effectivement, voilà, la guerre arrive, France, etc. Et effectivement, cette guerre, je ne sais pas pour quelle raison, cette guerre met fin définitivement à 4 ans de vie en Argentine. Évidemment, elle n'aura vécu que 4 ans en Argentine. Voilà. Donc je vous remercie, je laisse la parole au texte de ma grand-mère. Merci Jacques.